Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'assister à ce webinaire sur la facturation électronique et les associations. On va laisser les retardataires se joindre à nous et puis nous allons entamer cette présentation. Bonjour Gaël, merci de m'assister dans cette présentation. Bonjour Jean-Christophe, avec plaisir. L'objectif aujourd'hui, c'est encore de parler réforme de la facture électronique. C'est aussi pour ça que tu es là, en tant que spécialiste de cette réforme. Et puis surtout aussi de voir l'impact de cette réforme sur les associations. Euh, et il est temps, puisqu'il nous reste moins de 70 jours pour cette mise en œuvre de la réforme. Tout à fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on va évoquer ça en trois parties. On va rappeler un petit peu le cadre général. Et puis, il y aura une deuxième partie où on sera un peu plus sur le cas particulier des associations. Et troisième partie où on parlera de ce qu'il faut faire et quand. Et puis, du coup, ça nous laissera un petit peu de temps pour échanger avec vous dans la salle si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On essaiera quand même à la fin de chaque partie de prendre les questions principales. S'il devait y avoir des questions un peu techniques, auxquelles on n'a pas la réponse tout de suite, on reviendrait vers vous à l'issue du webinaire pour vous apporter des éléments de réponse. Mais l'objectif, c'est de pouvoir vous donner tous les éléments de réponse, enfin tous les éléments pour construire votre réponse. Donc là, l'audience, elle est composée à la fois d'experts comptables et à la fois d'associations, donc à la fois de confrères et de clients qui viennent effectivement parfaire leur connaissance de la réforme de la facture électronique. On va Pour, commencer. pour Oui, Gaël. information, le support vous sera transmis. Donc voilà, la question vient d'arriver. J'ai juste anticipé un petit peu. Donc oui, vous aurez le document à la fin de la présentation. Gaël, la réforme de la facture électronique, en bref, qu'est-ce qui nous attend le 1er septembre? Alors, on va peut-être rappeler pourquoi il y a cette réforme de la facturation électronique, puisque, comme tu l'as dit, dans l'audience, nous avons des personnes qui travaillent au sein des associations autant que des consoeurs et des confrères. Il y a quatre objectifs affichés. Lutter contre la fraude, puisque avec la transmission des données en temps réel, l'administration fiscale aura plus de matière et plus de moyens de faire du contrôle. Simplifier les obligations aussi, puisque à terme, alors pas tout de suite, on n'en parle pas avant 2028-2030, mais à terme, il y aura un pré-remplissage des déclarations de TVA à partir des données qui auront circulé. Troisième objectif, c'est renforcer la compétitivité des entreprises françaises, puisque l'idée, c'est de diminuer le coût de traitement d'une facture, c'est-à-dire le fait de devoir la faire, l'imprimer, la mettre sous enveloppe, la faire partir, ou alors d'utiliser les mails, etc., et d'avoir quand même des interventions humaines. Là, on est sur quelque chose où on veut automatiser de bout en bout, donc le coût de traitement sera diminué. Et puis, les délais de paiement qui devraient être mieux maîtrisés, puisque du coup, on sera en mesure de savoir que la facture est bien arrivée au destinataire et où elle en est de son traitement, puisqu'il y a des notions de cycle de vie sur lesquelles il faudra mettre des informations. Et enfin, le quatrième point, qui est très important pour les entreprises, les associations et tous les acteurs qui vont utiliser la facturation électronique, c'est que ça permet de piloter en temps réel, puisqu'on a des informations qui arrivent beaucoup plus vite et qui vont pouvoir être exploitées de manière plus régulière. Donc, on saura mieux où on en est à chaque instant. Dernier point à ne pas oublier, là pour l'instant on ne parle que de la réforme au niveau français, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un contexte européen, puisqu'il y a une directive qui s'appelle la directive VIDA
qui prévoit de généraliser la facturation électronique au sein de l'Union européenne à horizon 2030. Donc, on ne peut pas reculer à cause de cette échéance européenne. Effectivement, tu peux passer. Voilà. On a deux obligations dont on parle quand on parle de réforme de facture électronique. La première, celle à laquelle on pense tous le plus, c'est ce qu'on appelle le e-invoicing. C'est le fait que deux assujettis à la TVA établis en France échangent leurs factures désormais dans un format qui a été défini. Alors, il y en a trois possibles et il y en a un qu'on va avoir de manière prépondérante, à plus de 90% dans les estimations. FactureX. Alors, FactureX, ça veut dire qu'on a un fichier PDF comme vous le connaissez, où vous pouvez voir la facture sans être informaticien. Et en fait, caché derrière ce PDF, il y a du code informatique qui respecte certaines normes et qui permet d'échanger justement les informations avec les différents interlocuteurs. Puis les deux autres formats, c'est UBL ou C2I, et ça fait donc trois formats autorisés au niveau du socle de la facturation électronique. Le deuxième point important dans ce e-invoicing, c'est qu'on est obligé désormais, pour transmettre une facture, d'utiliser des plateformes agréées ou PA. Vous avez peut-être entendu auparavant PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. C'était la même chose, ils ont juste changé la dénomination. C'est désormais des plateformes agréées. Donc ça, c'est le deuxième point du invoicing. Troisième point, je vous en ai un petit peu parlé juste avant, c'est qu'on a un cycle de vie à suivre au niveau de cette facturation électronique et on doit pouvoir savoir qu'elle a été déposée sur la plateforme, éventuellement rejetée s'il y a eu des contrôles faits par les plateformes et que ce n'est pas tout à fait conforme. Mais on va aussi savoir qu'elle a été acceptée, du coup que le paiement a été émis et qu'elle a été au final encaissée chez celui qui a émis la facture. Toutes ces données de facturation et de paiement sont transmises en simultané aux impôts, à la DGFiP, et c'est tout l'objet de la réforme de la facturation électronique. Donc ça, c'est la première obligation, le e-invoicing entre assujettis à TVA, facture par facture. On a une deuxième obligation, du coup, au sein de la réforme de la facture électronique, c'est le e-reporting. Là, on va parler de transactions qui ont lieu entre un assujetti à TVA et des non-assujettis. On parle de B2C ou de consommateurs en fait directs. Et puis aussi dans les transactions avec l'étranger. Donc là, on n'a pas de format de facture obligatoire. Ça peut rester du papier, du PDF, du ticket de caisse. Pour autant, il va falloir pouvoir récupérer les données de transaction pour pouvoir les transmettre aux impôts. La règle, c'est qu'il faut avoir des données agrégées jour par jour quand c'est de la transaction B2C, ou alors des données facture par facture quand on est sur les transactions avec l'étranger. Et il faut qu'on puisse suivre aussi les données de paiement quand on est prestataire de service. Donc, en fait, voilà, on a deux grands volets, le e-invoicing quand on est entre assujettis et le e-reporting quand ce sont des transactions avec des non-assujettis ou avec l'étranger. Comment tout ça Le fameux fonctionne, schéma en Y. dont on entend tous parler. Alors, c'est vrai que là, on vous l'a un petit peu mis à plat, donc on voit moins le dessin du Y, mais le principe, c'est que vous avez un fournisseur assujetti à TVA qui va vouloir émettre sa facture pour aller jusqu'à son client. Bien, désormais, il a tout un circuit à suivre. La première étape, ça va être de déposer sa facture sur la plateforme agréée qu'il a choisie pour l'émission de ses factures. Cette plateforme d'émission va venir interroger le portail public de facturation qui, du coup, porte ce qu'on appelle l'annuaire. Ça veut dire que dans cet annuaire, on va retrouver toutes les adresses de réception des factures. Une fois qu'il aura consulté la plateforme agréée, aura consulté cet annuaire, elle va pouvoir remonter l'information et savoir vers quelle plateforme agréée elle envoie la facture pour que ça puisse arriver jusqu'au client final.
La plateforme agréée du destinataire, elle communique elle aussi avec le portail public, puisque le client doit pouvoir mettre les statuts des factures, c'est-à-dire je l'accepte ou je la refuse. Et puis ensuite, est-ce que j'ai un litige dessus? Est-ce qu'elle est suspendue? Ou bien est-ce que j'ai initié le paiement qui sera du coup confirmé ensuite par le fournisseur en indiquant qu'il a encaissé la facture. À retenir, puisqu'il y a eu des évolutions depuis le début de la réforme, au départ, le portail public de facturation devait permettre de transmettre des factures du fournisseur jusqu'au client. C'est quelque chose qui a été retiré des fonctionnalités du portail public de facturation en 2024. Désormais, il ne fait que deux choses. Il porte l'annuaire central, c'est-à-dire celui sur lequel chacun va dire quelle est sa plateforme de réception au niveau de la facturation électronique. Et du coup, il sert de concentrateur de données pour envoyer les informations vers l'administration fiscale. Voilà pour le portail public de facturation. Le calendrier maintenant, parce qu'on a parlé de ce qu'il y avait comme obligation dans cette réforme, invoicing et reporting. On a parlé des acteurs, du coup, en parlant des plateformes agréées, du portail public, de l'annuaire. Maintenant, il faut aussi connaître les deux dates qui sont importantes sur cette réforme. 1er septembre 2026, tous les assujettis, quelle que soit leur taille, doivent être en capacité de recevoir les factures électroniques via une plateforme agréée. Et ceux pour qui il est obligatoire d'émettre des factures à partir du 1er septembre 2026, ce sont les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. On parle bien là des obligations au 1er septembre 2026. Pour autant, les entreprises TPE, PME qui, elles, ont une obligation d'émission à la deuxième date, au 1er septembre 2027, pourraient tout à fait venir de manière volontaire émettre leurs factures à partir de 2026. Donc, deux échéances importantes. 1er septembre 2026, on comptait tout à l'heure avec Jean-Christophe, il nous reste une soixantaine de jours, on va dire ça comme ça, jusqu'à cette date pour pouvoir être capable de recevoir les factures électroniques. Et puis, du coup, pour la partie émission, si on n'est pas grande entreprise et entreprise de taille intermédiaire, on a jusqu'à septembre 2027 pour se mettre en ordre de marche, mais on peut tout à fait y aller avant, à partir du 1er septembre 2026. Dès maintenant, par contre, ce que ça implique, puisqu'il reste à peine 60 jours, c'est de pouvoir faire un diagnostic au niveau du statut TVA des interlocuteurs qui peuvent être susceptibles d'être concernés par cette réforme, et puis du coup choisir la plateforme agréée de réception, puisqu'il faut qu'elle soit opérationnelle pour le 1er septembre 2026. Merci Gaël sur cette première étape. Alors, on a une question, mais ça concerne les assos non assujettis, donc on ne va pas divulgacher la suite de ce webinaire. C'est le thème de cette partie 2, effectivement, sur les associations. Est-ce qu'on est concerné par cette réforme de la facture électronique? Donc, on peut penser que là, au regard du faible nombre de questions, c'est que cette réforme, elle est intégrée, ce qui est rassurant aussi, elle est prise en compte. Mais ici, on va rentrer dans effectivement, comme tu le disais, l'analyse de l'assujettissement à la TVA des associations et donc de l'obligation de mettre en œuvre cette réforme. Donc en fait, effectivement, la question ici, elle n'est pas est-ce que je suis une association en tant que telle, mais ici, quel est mon statut au regard de la TVA? Et c'est ce qu'on va voir, c'est que au regard de la TVA, ça va définir en fait le spectre de l'application de cette réforme, puisque la réforme ici s'applique aux assujettis à la TVA, donc c'est l'article 256A du Code général des impôts, et donc toute personne qui exerce de manière indépendante une activité économique, qu'elle paye ou non de la TVA. Donc ça, c'est effectivement l'aspect, et on va un petit peu traiter trois cas au fur et à mesure dans cette deuxième partie, c'est-à-dire les associations qui ne sont
non assujettis, qui n'ont pas d'activité économique, qui ont une gestion désintéressée, une activité non lucrative, ou lucrative accessoire, sous les seuils inférieurs à 80 000 euros. Donc là, on est hors champ de la TVA, hors champ de la réforme, y compris en émission, y compris en réception. Après, on a des assujettis exonérés, c'est-à-dire que ce sont des associations qui ont une activité économiques, mais leurs opérations sont exonérées de TVA selon les articles 261 à 261E du Code général des impôts. Donc, c'est principalement de la formation, des activités dans le milieu de la santé ou social. Ici, on va rentrer dans le champ de la réforme de la facture électronique sur la partie réception des factures. Ici, donc, on devra souscrire une plateforme agréée avant le 1er septembre 2026 pour pouvoir réceptionner les factures électroniques émises. Et puis enfin, il y a les associations, on va dire, qui se comportent plus ou moins comme une entreprise et qui ont une activité économique taxable. Et donc, dans ce cas-là, l'association facture ou devrait facturer de la TVA, la franchise en base ne faisant pas sortir du champ. Et donc, dans ce cas-là, on rentre pleinement dans la réforme de la facture électronique avec la partie réception et la partie émission. Donc, si on veut conclure, être exonéré de TVA, enfin avoir une activité exonérée ou être en franchise en base, ça ne nous exclut pas du champ de la réforme. On est assujetti de toute façon. Voilà, effectivement, Gaël, on est dans ce spectre-là. Donc, en fait, on a le célèbre analyse en fait des associations, comme toutes les associations, quand on a des clients ou une conception, une mise en place d'une association, eh ben, il faut regarder un petit peu la démarche donc concernant la non-lucrativité des associations, et donc on doit faire un petit peu les différentes étapes qui sont prévues. Alors, dans le support qu'on vous transmettra en annexe, il y aura toute la démarche, mais je suis certain que vous la connaissez pour nos confrères par cœur. C'est d'abord, est-ce que la gestion de l'association est désintéressée, c'est-à-dire que c'est une gestion, une administration à titre bénévole, une absence de distribution de bénéfices ou de prélèvement de ressources, et puis d'absence aussi d'attribution d'actifs. Donc, si ces critères-là sont respectés, on est bien dans le cadre d'une gestion désintéressée, et donc on est non assujetti à la TVA et on est hors champ de la facturation électronique. Et puis, si la gestion, on a l'autre aspect, les différents critères à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on est dans une gestion désintéressée. Le critère suivant, c'est de savoir si on fait concurrence aux entreprises. Et si on fait concurrence aux entreprises, si on considère qu'on a une activité qui est concurrentielle avec certaines entreprises, on doit comment ensuite faire l'exercice de l'activité concurrentielle, en fait, faire la règle des 4 P en examinant le produit, le public, le prix, la publicité, et c'est examiner si on exerce dans des conditions similaires à celles d'une entreprise, et si oui, en fait, si on est sur le même champ d'activité qu'une entreprise et qu'on fait concurrence à une entreprise, eh bien, on sera sur une activité lucrative, et dans ce cas-là, on rentrerait donc dans l'application complète de la réforme de la facture électronique, c'est-à-dire à la fois émission, réception. Si votre analyse fait ressortir que votre activité est non lucrative, comme beaucoup des associations que l'on peut suivre, eh bien, on est non assujetti à la TVA, donc hors champ de la facturation électronique. Pour ce qui est des associations qui ont une activité lucrative accessoire. Ici, on va avoir, pour qu'elles soient accessoires, il faut d'abord que ces activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes, c'est-à-dire supérieures aux recettes lucratives accessoires retirées donc de cette activité lucrative. Dès lors que nos recettes lucratives n'excèdent pas le seuil 2025 qui est de 80 011 euros sur l'année civile et que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes, alors on n'est pas dans le champ de l'application de la réforme de la facture électronique. Dès lors que le seuil est franchi, l'association donc devient assujettie redevable et on doit appliquer la réforme en réception et en émission,
et puis éventuellement donc e-invoicing, e-reporting. Donc ça, faut faire attention, hein, puisque une activité lucrative principale taxable rend assujetti, quel que soit son montant, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir des activités lucratives, mais qui seraient comment supérieures aux activités non lucratives, et donc dans ce cas-là, on serait assujetti. Sur la slide précédente, Jean-Christophe, j'ai une question juste pour qu'on resitue le contexte. Une association qui serait dans le domaine du sport, peut-être un club sportif dans lequel il y a plusieurs tranches d'âge, etc. On est d'accord qu'elle peut effectivement être en concurrence avec des acteurs privés, mais que si la gestion est désintéressée, si du coup on n'a pas de, comment dire, de distribution de bénéfices, pas d'attribution d'actifs, que les dirigeants sont bénévoles, là, on remplit les critères pour être non lucratif, du coup, et non assujetti à TVA. Tu as entièrement compris effectivement les développements de cette slide. Effectivement, ces associations sportives sont hors champ et donc exercent une activité non lucrative et donc sont hors champ de la réforme de la facture électronique. C'est parce qu'on avait la question. Voilà. Et donc voilà, sur les activités donc lucratives accessoires, hein, on est bien dans cette notion de non assujetti, pas d'activité économique hors champ de la réforme. Lorsqu'on a une activité assujetti, exonéré, donc activité économique, mais exonéré de TVA au travers des articles, on est en réception, et puis après, les assujettis redevables. Donc là, on était sur la notion d'activité lucrative accessoire, quand on est inférieur au seuil, on reste hors du champ de la réforme de la facture électronique, et puis, on a en synthèse hein, donc les éléments à retenir. Donc, si je suis non assujetti, hein, donc ici non lucratif pur ou lucratif accessoire sous le double critère, eh bien, on n'a aucune obligation ni en émission ni en réception. On n'est pas dans l'annuaire, on ne sera pas inscrit dans l'annuaire. Et puis, on le verra plus tard, on peut faire une option volontaire possible auprès d'une plateforme agréée pour pouvoir néanmoins recevoir des factures électroniques pour permettre en fait d'avoir un mode de fonctionnement un peu plus moderne et qui permettrait donc de bénéficier de l'intérêt de la facture électronique dans le fonctionnement de l'association. Quand on est assujetti exonéré, c'est-à-dire que notre activité entre dans le champ des articles 261 à 261E du Code général des impôts, c'est-à-dire qu'on fait de la formation, on est dans le milieu santé, social, et puis certains loyers facturés par les associations. Ici, on devra, dès le 1er septembre 2026, avoir choisi une plateforme agréée pour recevoir les factures. On ne fera pas d'émissions pour les opérations donc exonérées et seules des émissions de factures seraient nécessaires si on avait des opérations non exonérées. C'est-à-dire qu'on avait deux champs d'activité, un champ d'activité exonéré, un champ non exonéré, sur lequel, en fait, on facture de la TVA et dans lequel on devrait faire de la facture électronique. L'assujetti redevable, là, on est dans une activité lucrative taxable, hein, soit de façon principale ou accessoire supérieure au seuil. Donc ici, on est en option de TVA ou en franchise de base, mais on doit à la fois réceptionner les factures de façon obligatoire au 1er septembre 2026 et faire de invoicing ou du e-reporting selon les membres auxquels ou les personnes avec qui on a notre activité à compter du 1er septembre 2027. Donc en fait, suivant les cas, on a une application, on est exonéré de l'application ou une application partielle ou totale de la réforme de la facture électronique. J'ai une question dans le chat, Jean-Christophe. Je me rappelle plus si on l'a dans le reste du support. C'est pour les associations sectorisées, du coup. Alors pour les associations sectorisées, on va en parler un petit peu plus loin donc dans le Ça cadre marche. dans ce support. Et effectivement, et on verra que la position est pas complètement calée parce que entre l'ordre, notamment en réception entre l'ordre et
comment l'administration fiscale, il y a des positions qui divergent un petit peu, mais rien de très grave. Et je pense que la position de l'ordre a le mérite d'être pragmatique donc dans son application. Et on va revenir dessus comment un peu plus loin. Donc je laisse comment sur les associations mixtes sectorisées. Pour l'association donc non assujettie, est-ce qu'il y a vraiment rien à faire? Effectivement, ce qui ne change pas, il n'y a pas d'obligation d'émission ni de réception. On peut continuer à facturer comme aujourd'hui, c'est-à-dire on a notre modèle de facturation sur papier, on l'envoie par PDF, on l'envoie par courrier, on la remet en main propre. Bon, voilà, on n'est pas dans l'annuaire central. Et puis, on reçoit des factures, mais ça sera déclaré par nos fournisseurs dans le cadre de leur e-reporting, puisque eux, effectivement, ça sera pas du B2B pour nos fournisseurs, on sera donc dans le cadre du B2C, hein, et donc ils seront obligés de déclarer dans leur e-reporting les transactions avec les associations. Mais il y a quand même des points de vigilance à regarder ou des choses qui peuvent évoluer. D'abord, il faut regarder chaque année le seuil donc de 80 000 euros et donc et la prépondérance du non lucratif sur le lucratif, parce que chaque année la situation de l'association peut venir à être modifiée et donc rentrer dans le champ donc de la réforme complète, notamment en émission donc des factures. Et puis, on verra un peu plus loin qu'il y a des options volontaires possibles. En fait, certaines PA, plateformes agréées, vont accepter les non assujettis pour centraliser la réception des factures. Alors, ça sera un schéma un petit peu différent. Il faudra communiquer son numéro, son adresse sur laquelle recevoir les factures électroniques, mais ça sera possible. Voilà, c'est ce qui est indiqué en dessous, hein. Dans ce cas, il faudra communiquer soi-même l'adresse de collecte à ses fournisseurs. Et puis, bah, il y a toujours le cas de la facturation donc avec le secteur public, hein. On est toujours dans Chorus Pro. Donc, soit on maintient le process actuel, c'est-à-dire je vais sur Chorus Pro déposer ma facture vis-à-vis de la collectivité à qui s'adresse ma facture, soit effectivement je passe dans un process de facturation électronique parce que je suis rentré dans le schéma de la facture électronique et dans ce cadre-là, eh bien, ma PA enverra au travers de Chorus Pro au destinataire final, à la collectivité concernée. J'ai une question, Ouais. Jean-Christophe. Peut-être que tu vas me dire qu'on en parlera aussi quand on va parler des associations sectorisées. J'ai le cas particulier d'un OGEC, donc organisme de gestion des écoles sous statut privé, où on m'explique que la partie restauration aux élèves, enseignants, personnel OGEC, c'est accessoire à l'enseignement. L'enseignement est certes exonéré, mais du coup, pas la partie restauration, et que ça dépasse largement le seuil des 80 000 euros. Cette activité accessoire, on pose la question, est-elle bien concernée par l'exonération? Mais pour moi, l'activité accessoire, si on dépasse le seuil, il n'y a plus d'exonération. On est d'accord? Ouais, c'est en fait pour les OGEC, donc on est sur la réception en obligation au démarrage, hein, puisqu'on est dans le cadre des articles 261 à 261E du Code général des impôts. Hein, donc voilà. Mais même si les prestations d'enseignement et de formation sont exonérées de TVA, ces organismes donc sont considérés comme des assujettis à la TVA. Donc ils ont l'obligation de recevoir leur facture électronique sur une PA à compter du 1er septembre et ont l'obligation en émission seulement pour les opérations non exonérées. En fait, on est bien, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, on est bien dans le cadre, je suis exonéré sur un certain nombre d'activités dans le cadre des articles 261 à 261E du Code général des impôts. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on revienne un petit peu aussi tous sur les fondamentaux du Code général des impôts pour bien voir dans quel cadre on est. Et puis, si on a des activités qui sont non exonérées, eh bien ici, on sera obligé de faire la facture électronique sur ces activités. Est-ce que j'ai répondu? Je pense que oui. Et en fait, tu dis quelque chose de très juste que moi aussi je répète en formation, même quand c'est pas spécial association. Ce qu'il faut comprendre à la base, c'est qu'on ne fait que s'appuyer sur les textes existants.
fiscaux en matière de TVA et de manière générale sur les activités économiques. La réforme vient s'appuyer encore une fois sur des textes existants pour obliger un mode de transmission et un format, mais en aucun cas elle ne remet en cause ce qui était déjà en place auparavant en matière de TVA. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de cas particuliers qui tombent. On va un peu poursuivre, voir un petit peu si ça peut répondre à un certain nombre. C'était le cas, hein, voilà. Ici, on était exactement sur le organisme de formation, OGEC, structures sanitaires et sociales, sont exonérés, donc, mais assujettis quand même. Réception, donc, obligatoire dès le 1er septembre 2026, puisque en fait, ils sont bien dans ce cadre d'assujettis exonérés, et donc doivent choisir une plateforme agréée et figurée dans l'annuaire. Donc c'est là où il va falloir faire attention, parce que on est en train, donc l'administration, la DGFiP est en train au fur et à mesure donc de faire rentrer donc les associations et un certain nombre de structures qui n'étaient pas des entreprises dans l'annuaire, et il va bien falloir faire attention que les associations sont bien inscrites dans l'annuaire. Si tel n'était pas le cas, eh bien, il y a tout un process au travers de la messagerie donc du compte impôt.gouv pour se faire inscrire sur la plateforme. Là, je parle sous ton contrôle, Gaël, hein, c'est Tout sur à le fait. process. Non, non, c'est tout à fait ça. Donc, en émission, donc encore une fois, sur les assujettis exonérés, c'est ce que je disais tout à l'heure, pas d'obligation d'émission électronique pour les opérations exonérées, donc formation et autres sanitaires, sociales, mais pour tout ce qui serait des opérations non exonérées, dans ce cas-là, on est obligé de passer à la facture électronique. Donc, un OGEC ou un organisme de formation professionnelle continue, formation professionnelle continue, et exonéré devra recevoir ses factures fournisseurs sur une PA dès septembre 2026. Ce qui vient effectivement à dire, comme je facture sans TVA, eh ben, je ne suis pas concerné par la réforme. Eh bien non. C'est à l'image de... On a dû effectivement aussi notamment expliquer aux médecins que c'est pas parce qu'ils facturaient des honoraires qu'ils n'étaient pas soumis à la réforme de la facture électronique, et eux aussi devront être inscrits à compter du 1er septembre, avoir une plateforme agréée à compter du 1er septembre 2026. Ici, on est sur l'assujetti redevable, hein, donc c'est ce que Gaël nous a expliqué au démarrage, hein, on est en obligation de recevoir toutes ces factures sur une plateforme, d'avoir choisi une PA et bien sûr d'être inscrit dans l'annuaire donc avant cette date. Et puis en septembre, 2027, on fera du invoicing si on rentre dans ce cadre-là, ou du e-reporting. Et puis donc selon les cas, on viendra faire effectivement du invoicing quand on facture donc une entreprise ou une autre association assujettie, et puis on sera en e-reporting pour les particuliers, les adhérents et les associations non assujetties. Et puis, comme je disais tout à l'heure, quand on émet des factures vers des collectivités qui sont sur Chorus Pro, eh ben on passe par ce process, et là c'est l'APA qui dirige vers Chorus Pro la facture. Les cas particuliers. Alors, les cas particuliers, on en a évoqué quelques-uns hein, d'ores et déjà, mais on a alors les CSE. Les CSE, en fait, eh ben, on considère que c'est une gestion désintéressée en principe, et donc ils sont hors champ, sauf si certains seraient assujettis à la TVA. Fonds de dotation, c'est assimilé aux associations, hein. C'est le même régime que pour les associations loi 1901. Elles sont non fiscalité, sans activité économique, donc on est hors champ, hors annuaire. Tout ce qui est cultuel et philanthropique, c'est-à-dire financé par des dons avec des activités non lucratives, eh bien, on est non assujetti, on est totalement hors champ de la réforme électronique. Là, c'est un cas particulier, hein, c'est payer de la TVA à l'importation sur des produits ne fait pas en principe entrer dans le champ si l'activité reste non lucrative. Et puis, on a ici, pareil, dans les cas des opérations exonérées, si on fait des loyers facture des loyers entre associations, eh bien ici, il n'y a pas d'obligation en émission et pas de réception obligatoire si l'association est assujettie. Et puis, on l'a déjà dit, hein, c'est pas parce qu'on est opération taxable en franchise, hein, eh bien, l'association est assujettie, et donc on a une obligation en réception
et en émission. On arrive sur le cas qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est le cas des associations en fait sectorisées, hein, des associations mixtes avec un aspect, un secteur lucratif et un non lucratif cohabitent. Eh bien ici, on a une obligation en fait d'émission de facture électronique sur la partie secteur lucratif, et puis la partie non lucrative normalement reste hors obligation, donc on peut rester dans l'ancien schéma. Après, l'intérêt, c'est peut-être d'avoir qu'un seul outil de facturation, qu'un seul support de facture, et c'est là de voir avec l'APA si celle-ci peut gérer l'obligation sur des structures qui pourraient en fait être inscrites aussi et non assujetties. Et en réception, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a deux positions actuellement qui ne sont pas forcément tranchées, hein, c'est-à-dire qu'en réception, eh bien, l'association, selon l'ordre des experts comptables, hein, qui est, comme je vous disais, une position pragmatique, c'est-à-dire qu'on reçoit toutes les factures fournisseurs sur sa PA, et puis après, on fait la distinction entre lucratif et non lucratif. Et puis, la position de la DGFiP qui me paraît un petit peu plus compliquée, c'est-à-dire qu'on demande à nos fournisseurs de l'activité lucrative, en fait, de déposer sur l'APA et pas les autres. Non, en fait, il est plus simple, à mon sens, de tout recevoir sur la plateforme agréée et ensuite de faire une ventilation entre les secteurs lucratifs et non lucratifs. Ça, c'est un tableau de synthèse de tout ce qu'on a pu dire et qu'il faut avoir en tête et qu'il faut avoir pas très loin de soi, notamment quand on est expert comptable, puisque quand on est une association, on a défini à un instant T le schéma de la réforme de la facture électronique, et puis bien derrière, on s'y tient. Donc ici, en synthèse, c'est quand on est association but non lucrative et qu'on a des opérations à caractère, on n'a pas d'opération, pardon, à caractère onéreux ou lucratif, on est non assujetti à la TVA. Dans ce cas-là, on n'a pas d'obligation de recevoir des factures électroniques, pas d'obligation d'émettre une facture électronique, ce qu'on appelle en e-invoicing, pas d'obligation de e-reporting et pas d'obligation de e-reporting des données de paiement. Donc là, on est complètement hors champ. Quand on est une association à but non lucratif avec des activités lucratives accessoires, on l'a bien dit, dans ce cas-là, on est dans le même cas. Hein, on n'a aucune obligation dans le cadre de la réforme électronique. Par contre, si on est association à but non lucratif avec des activités lucratives à titre principal, notamment prévues aux articles 261 à 261 E du Code général des impôts, eh bien ici, voit apparaître, ici on est une assujettie exonérée de la TVA, on voit apparaître une obligation en réception. Et puis après, pour tout ce qui est des associations à but non lucratif avec des activités lucratives, eh bien ici, on est complètement, on applique la réforme telle que l'appliquerait une entreprise dans le cadre de cette réforme de la facture électronique. Et puis, pour ce qui est donc de la sphère publique, hein, de Chorus Pro, soit, ce que je disais, on fait du dépôt direct sur Chorus Pro, soit on passe par la plateforme agréée. Donc là, voilà un petit peu les éléments. Je ne sais pas s'il y a un certain nombre de questions que je vois apparaître, Gaëlle, auxquelles on peut essayer de répondre. Alors, il y en a quelques-unes auxquelles j'ai répondu au fur et à mesure. Il y a des questions, comme je le disais tout à l'heure, où la réforme de la facture électronique ne change pas les textes initiaux, elle vient juste s'appuyer dessus pour se mettre en œuvre. Du coup, une question dans le cadre d'un OGEC, la gestion peut être désintéressée et l'activité entre dans le cadre des articles 261 du CGI. Est-ce qu'il y a une primauté concernant ces critères? De ce que j'ai compris, tu regardais d'abord si la gestion était désintéressée et ensuite si on était dans le cadre des activités exonérées. Du coup, je ne sais pas si c'est cet ordre-là qu'il faut retenir pour regarder les critères. C'est surtout que, en fait, l'OGEC
est dans ce. Alors, si on se place au tout début de notre support, on est là. On rentre dans les articles 261 à 261E. Donc, l'application de la réforme, elle est donc ici. Hein, on est une assujettie exonérée de TVA. Donc, on n'est que en, en réception. Et c'est éventuellement, si on avait des opérations qui étaient hors champ du 261 à 261E, là, on aurait potentiellement une obligation en émission. OK. Au-delà de certains seuils. Oui. OK. Pour une association mixte, comment sera calculée la TVA déductible? J'ai envie de dire, ça ne change pas des règles qui existaient auparavant, mais est-ce que tu peux en dire plus? Bah oui, enfin, je confirme ce que tu viens de dire. Il y a pas de raison de modifier les modalités antérieures. Hein. On est bien à une application de la réforme à réglementation, à isopérimètre, quoi, sur la réglementation. Tout à fait. Il y a une question. Comment ça va se passer pour les factures de commerçants ou les tickets de caisse des grands magasins, petites factures de quelques euros, etc. Alors, pour ceux qui font des achats, moi, ça m'arrive pour mon cabinet de faire des achats en grande surface. Vous constaterez qu'ils ont changé leur mode de fonctionnement depuis quelques temps déjà. Désormais, quand vous demandez le ticket à la caisse, on vous répond qu'on ne peut plus vous le donner. Soit il faut aller à un ordinateur qui est près de la caisse centrale, mettre ses coordonnées et vous la recevez par mail aujourd'hui. Demain, du coup, vous mettrez le numéro sirène, ça ira consulter l'annuaire, vu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et ça pourra passer par les plateformes. Et puis pour d'autres, vous avez un QR code à scanner en bout de caisse sur lequel vous allez mettre en fait 5 ou 6 éléments qui sont présents sur le ticket de caisse. Et c'est ça qui va permettre à la grande surface de les sortir de leur e-reporting pour dire qu'ils le transforment en facture. Et du coup, la facture, de la même manière, passera par les plateformes pour arriver jusqu'à vous en réception, à condition d'avoir bien mis le sirène et que le sirène soit référencé dans l'annuaire. La Du seule coup, difficulté, Gaël, ce qu'il faudra faire oui, attention, c'est que toi, en bout de caisse, tu auras payé ton ticket de caisse. On ouais, recevra sur l'APA en e-invoicing une facture. Il qui s'agira sera pas de. marqué payé déjà. D'accord, ok. Normalement, comme je vous l'ai dit, il y a le statut des cycles de Hmm. vie. Et en fait, dans le statut des factures, on a la partie paiement qui est indiquée. Et en fait, elle sera déjà complétée du paiement pour bien indiquer qu'elle a été payée et éviter les doubles règlements, en fait. Alors après, il y a une question, je ne connais Alors, pas cet moi, j'ai une élément-là. question sur une association, compagnie artistique qui vend des spectacles avec un chiffre d'affaires inférieur à 20 000, dirigeants bénévoles, pas de bénéfices, mais salaire des artistes. Pour moi, on est dans une activité qui n'est non assujettie à la réforme de la facture électronique au cas présent, quoi. OK. Franchise sociale, je ne sais pas ce que c'est. Où apparemment, il y a une association de tête qui facture une redevance. Du coup, est-ce qu'elle est assujettie et est-ce que ces activités lucratives sont accessoires? Alors comme ça, je pense qu'il faudrait que là, j'ai pas la réponse La comme question, elle est un petit peu pointue. voilà, Il je faudrait pense que peut-être plus de matière, ouais. faut qu'on Du puisse. coup, quel est le statut pour une association à but non lucratif avec une activité lucrative accessoire prévue aux articles d'exonération? Encore une fois, on revient sur la slide où on a l'activité exonérée. Du coup, on est dans le champ en réception, en fait. Oui, a priori, oui. Puisque là, on est. Alors, attends, les activités non lucratives, elles sont. Alors, Elles... association à but non lucratif Oui. avec une activité lucrative accessoire qui, Hmm. a priori, est prévue dans les articles d'exonération.
Ouais, donc, oui, mais comme en fait, on est, on est comment, en fait, on est sur une activité lucrative qui est à titre accessoire, donc on est hors champ. On n'est pas hors champ en Alors réception. attends, on est là, tu vois, association à but non lucratif avec des activités lucratives accessoires. On est Ok, complètement hors champ de la réforme. ok. Du coup, alors attends, j'ai perdu le fil. Les associations non lucratives ne seront jamais concernées en réception ou est-ce que c'est simplement décalé dans le temps? Je pense qu'aujourd'hui, ils n'en sont pas à ce stade parce que déjà, je crois qu'ils n'avaient pas mesuré le volume de données qui va transiter avec déjà toutes les structures qui vont être concernées etc. Donc, du coup, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour d'intégrer des assos non lucratives dans le cadre de la réforme. Pour autant, il peut y avoir un intérêt à digitaliser l'ensemble des flux de factures, etc., pour avoir une gestion en temps plus réel. Et du coup, dans ces cas-là, il est possible de choisir des plateformes qui proposent à des entités qui ne seraient pas dans l'annuaire et qui ne seraient pas dans les obligations, mais qui proposent du coup de passer, alors souvent c'est par une adresse mail qui va être définie, et où du coup on va pouvoir centraliser l'arrivée de toutes les factures sur cette plateforme par l'intermédiaire de cette adresse, et comme ça faciliter la gestion derrière. Donc du coup, ce ne sera pas forcément intégré dans le cadre d'une réforme obligatoire pour les associations non lucratives. Par contre, il y a possibilité d'appuyer via cette réforme pour y aller de manière optionnelle et bénéficier du coup de la digitalisation et de la facilitation que ça apporte. Là, Euh, tu anticipes la troisième partie de notre présentation. ouais, Juste avant d'y arriver, c'est une réforme, et comme c'est une réforme, ben, il y a des sanctions. tout Donc, à fait. Et des sanctions qu'ils ont augmentées dans la dernière loi de finances. Au départ, les sommes étaient un peu inférieures. Aujourd'hui, il y a trois familles de sanctions. Il y a le fait de ne pas s'être inscrit sur une plateforme agréée alors qu'on en a l'obligation à partir de septembre 2026. Dans ces cas-là, il y aura une mise en demeure à partir de septembre 2026. Au départ, il y aura normalement 3 mois pour se mettre en conformité. Si au bout des 3 mois, ça n'a pas été fait, la sanction, elle est de 500 euros. Et puis ensuite, à nouveau rappel, et si c'est encore pas inscrit au bout de 3 mois, là, c'est 1000 euros par trimestre tant que le manquement perdure. Donc, évidemment que comme on est sur un gros changement, l'administration fiscale va y aller en mode accompagnement au départ. Pour autant, les sanctions sont quand même assez fortes, surtout si on est une association qui a une activité qui n'est pas très importante. 500 euros, ça peut vite chiffrer. Le fait de ne pas faire les factures au format électronique ou de ne pas les faire passer par une plateforme agréée en émission, si on est obligé de le faire, c'est 50 euros par facture et c'est plafonné à 15 000 euros par an. Donc ça, c'est pareil, ça peut vite faire mal quand c'est une obligation qu'on a à remplir et qu'on ne le fait pas. Et puis sur le e-reporting, si on est concerné, eh bien, du coup, la sanction, c'est 500 euros par transmission qui n'aurait pas été faite et c'est plafonné à 15 000 euros par an. En plus des amendes, parce que là, on vous a parlé des amendes, faut savoir qu'il y a un risque de déductibilité de la TVA chez le client. Si les factures, vous ne les recevez pas via une plateforme agréée alors que vous auriez dû. Et puis, du coup, pour les règlements fournisseurs, ça peut mettre un petit peu le bazar si les choses ne sont pas faites correctement. Et vis-à-vis des financeurs, ne pas être en règle par rapport à des obligations fiscales, c'est quand même quelque chose qui donne une mauvaise image, quoi. Donc, il y a pas intérêt à essayer d'esquiver la réforme. à partir de là, Gaël, donc maintenant qu'on a un petit peu expliqué qui était dans le champ, qu'est-ce qu'on fait? Quand? Et alors, quand il commence à y avoir urgence, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, du coup, j'ai effectivement un petit peu spoilé la suite. Ce que je vous expliquais, c'est que certes, il y a une contrainte quand on est dans le champ de la réforme en réception, voire en émission,
mais qu'on peut aussi se saisir de cette réforme pour en faire une opportunité au niveau digitalisation. Donc, l'intérêt, c'est de centraliser toutes les factures au même endroit. Donc, du coup, au lieu d'avoir plusieurs portails, des courriels qui arrivent à plusieurs personnes, etc., bien, du coup, on peut profiter de ces plateformes agréées à condition qu'elles le permettent, parce que toutes ne vont pas permettre qu'on vienne dessus si on ne fait pas partie des structures listées dans l'annuaire, mais certaines oui. Donc, ne pas hésiter à s'en saisir et à les utiliser. Beaucoup de choses sont automatisables, en particulier pour transmettre les pièces au cabinet comptable. Du coup, bah, ce sera plus rapide, il y aura moins de saisies, moins d'erreurs, moins d'interventions pour transmettre les pièces. Donc, c'est plus simple. Ça va faciliter, je vous disais, le suivi en temps réel, puisqu'on a le cycle de vie de la facture, mais on a aussi le fait qu'on déverse les éléments dans la gestion et que ça puisse permettre de mieux suivre la trésorerie. Ça évite aussi les litiges avec les fournisseurs. Et puis, du coup, pour une grande majorité de plateformes agréées, elles vont proposer d'archiver les pièces à un seul endroit et dans des modes de conservation qui sont des modes sécurisés, légaux, comme on appelle ça, datés, etc. Du coup, ça va permettre de respecter tout ce qu'il faut en termes de chaîne de contrôle et d'audit par rapport aux factures. Donc, c'est une vraie opportunité de se saisir de tous ces outils. Euh, pour une question que je vois dans le chat, mais on va y venir, on a plusieurs étapes par rapport au fait de choisir des outils. En fait, l'étape pour septembre 2026, vous l'avez compris, c'est de choisir sa plateforme agréée de réception. Alors, peut-être que je vais anticiper aussi une de vos questions, mais on peut avoir une plateforme agréée en réception. On peut même en avoir plusieurs, mais on ne rentrera pas là dans ces détails-là. Et on peut en avoir une autre en émission. Donc, du coup, là, l'urgence, c'est vraiment de choisir celle que vous allez avoir en réception. Et puis, vous pouvez vous donner un petit temps pour la partie émission si vous êtes concerné, puisque l'obligation, elle est que dans un an derrière. Pour choisir votre plateforme et vous inscrire à l'annuaire, il faut absolument que ce soit fait de manière officielle, volontaire et que ça puisse être ressorti comme étant un accord formel. Et pour ça, il y a un formulaire qui a été mis en place par la DGFiP et puis l'organisme qui gère la facture électronique. C'est un formulaire qu'on appelle opt-in, quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler dans le cadre du RGPD, etc. Du coup, c'est un formulaire sur lequel on va vraiment inscrire que l'association assujettie, elle désigne volontairement sa plateforme de réception. Et ensuite, une fois qu'elle aura désigné sa plateforme, c'est cette plateforme qui va venir inscrire dans l'annuaire national que c'est elle qui est la plateforme désignée pour recevoir les factures. Ce que l'association peut faire, c'est soit elle le fait toute seule parce qu'elle avance toute seule sur ce sujet, soit du coup, elle peut recourir à son expert comptable parce que les experts comptables en tant que tiers de confiance, ils ont été validés par l'administration fiscale pour servir d'intermédiaire. Dans ces cas-là, le cabinet va informer l'association qui peut prendre en charge cette inscription. Il faut bien sûr contractualiser le fait qu'on fasse ça pour l'association. Donc, du coup, on fait un avenant à la lettre de mission qui explique qu'on va s'en occuper. On fait aussi signer un mandat qui va nous permettre à nous d'être légitimes vis-à-vis de la plateforme pour pouvoir faire l'inscription. Et ensuite, l'expert comptable va s'occuper de l'inscription sur la plateforme agréée pour le compte de l'association. Et du coup, ça peut se faire dès maintenant. On peut même déjà être inscrit sur les plateformes agréées, etc. Et avoir une date d'activation, c'est-à-dire le fait d'utiliser vraiment les plateformes, on peut le reporter au 1er septembre 2026 ou au 1er août si on a envie de se donner un mois d'essai pour vérifier comment ça marche, ou au 1er juillet si on a envie d'être encore plus rapide. Donc, on peut demander une activation plus rapide. Toutes les plateformes ne sont pas prêtes encore à y aller de manière anticipée, mais au moins on est sûr qu'on sera actif au 1er septembre. Multi-établissement, on avait noté quelque chose. En fait, au niveau des adresses que vous avez dans l'annuaire,
l'adresse la plus commune, c'est le SIREN. Donc, on est sur les 9 premiers caractères du SIRET, donc le SIREN. On peut le faire par SIRET, donc on peut aller jusqu'au 9 et 5, c'est ça, c'est 5, 14. Au 14 numéro que vous avez pour un SIRET pour désigner une plateforme agréée. Donc, si vous y avez un intérêt, bah, vous pourriez avoir plusieurs plateformes pour plusieurs établissements. Maintenant, on l'a dit juste avant, l'intérêt, c'est de concentrer les flux au même endroit pour gagner du temps. Donc, c'est quand même mieux d'y aller par sirène pour faciliter les choses. Et on pourrait même aller encore plus loin que l'établissement si c'était nécessaire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails à ce stade. Juste une chose pour rappeler, hein, c'est que les associations qui sont non assujetties, en fait, elles rentrent pas dans ce process-là. C'est un process d'inscription volontaire auprès de PA qui qui ne vont pas toutes accepter ces associations, hein, Gaël. Tout à fait. En fait, il y a eu la question tout à l'heure dans le chat, c'était comment on fait quand on est une association qui veut y aller de manière volontaire, sans être justement dans le cadre des obligations. Alors du coup, dans l'annuaire, vérifiez s'il y a votre sirène ou pas. Mais si votre sirène y est, alors que vous êtes une association à but non lucratif, non assujettie TVA, il faut prévenir la DGFiP de vous retirer de l'annuaire, en fait, parce qu'il n'y a pas de raison que vous ayez une obligation dans ce cas-là. Et puis, dans un deuxième temps, il faut choisir une plateforme agréée qui va accepter des structures qui seraient non assujetties et donc pas dans l'obligation d'avoir une plateforme. Dans l'ensemble, elles vous proposeront une adresse mail en fait à communiquer à vos différents interlocuteurs pour pouvoir centraliser les factures sur cette plateforme. Mais du coup, ça ne passera pas par l'annuaire et ça ne nécessite pas toutes les étapes qu'on vient de voir de contractualisation d'un avenant à la lettre de mission, d'un mandat de délégation de signature, etc. Ok, merci Gaël. Donc là, maintenant, il est urgent de se poser un certain nombre de questions pour faire le diagnostic. Ah bah effectivement, donc à quel statut de TVA on correspond? Est-ce que je suis une association non assujettie, ou bien assujettie mais avec des activités exonérées, ou bien assujettie et redevable? Dans ces cas-là, on l'a dit, hein, les textes fiscaux ne changent pas, mais il faut bien savoir à quelle catégorie vous appartenez pour savoir à quelles obligations vous devez répondre. Réception, émission ou les deux, bah, une fois que vous avez votre statut de TVA à l'aide du support qu'on va vous communiquer, vous allez savoir à quelle catégorie vous appartenez. Est-ce que vous êtes concerné par aucune des deux obligations ou bien que par la réception ou bien par les deux, avec des échéances qui sont à septembre 2026 et septembre 2027. Quel flux concret dans l'activité? Bah oui, il va falloir vérifier qui sont vos clients, quelles ventes vous faites, quelles subventions sont facturées. Et dans ce cadre-là, il faudra bien alimenter en fait vos bases de données clients ou en tout cas interlocuteurs destinataires de factures, parce qu'il faudra que vous ayez tous les éléments qui permettent de passer par la plateforme agréée de manière automatisée. Dernière question, bah, je devance. Le système d'information est-il prêt? Effectivement, il va falloir aller vérifier si vous avez bien les sirènes des clients, si vous êtes à jour des mentions obligatoires dans vos factures, parce que du coup, on n'en a pas parlé en 1 heure, c'est trop court, mais le fait de faire ces factures au bon format, il faut aussi qu'il y ait l'ensemble des informations à l'intérieur. Et puis l'option volontaire a-t-elle du sens? C'est pas moi qui vous dirai le contraire, hein. Je pense que digitaliser tous ces échanges aujourd'hui, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une gestion plus au jour le jour, même sur vos associations. Et des fois, on sait que l'administratif, c'est ce qui prend le plus de temps aux personnes qui sont bénévoles. Donc, si on peut faire que ce soit digitalisé et que ça fasse gagner du temps, je pense qu'il y a un intérêt. J'ai une question. Je suis une asso non assujettie à la TVA, mais j'ai un SIRET. Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Où dois-je contacter pour retirer mon SIRET? Euh, Là, Alors, je c'est pense. pas retirer votre sirette, en fait. Votre sirette, il est donné, c'est comme un numéro de sécu, on ne va pas l'enlever.
Par contre, ce que vous devez vérifier, on est deux à avoir mis le lien vers l'annuaire en fait de l'administration pour aller vérifier avec votre SIRET si vous êtes enregistré sur cet annuaire. Si toutefois vous êtes enregistré dessus, il faut contacter la DGFiP, comme l'a dit Jean-Christophe tout à l'heure, via l'espace professionnel des impôts ou les contacter en direct si vous n'avez pas d'espace professionnel pour leur dire que vous n'êtes pas concerné par l'obligation et que vous n'avez pas à apparaître dans l'annuaire. Mais par contre, ça ne retirera pas votre SIRET, ça l'enlèvera juste de l'annuaire. Donc, puis ben, comme on disait, il y a des questions à se poser, mais l'échéance, c'est moins de 70 jours, comme on disait tout à l'heure. Alors en plus, si on enlève les vacances, c'est encore moins que ça. On est à peine 30 jours, donc pourquoi faut-il agir dès maintenant, Gaël? Ah bah parce que ce ne sera pas reporté. Donc, du coup, là, c'est confirmé et tout est enclenché pour y aller. Il y a quand même un petit temps de diagnostic. Enfin, vous l'avez vu, il y a des questions à se poser et des choses à regarder, même au niveau de votre système de gestion. Donc, ça prend un petit peu de temps. On n'en a pas parlé parce que, encore une fois, 1 heure c'est court, mais il peut y avoir du temps de formation des équipes. Il va falloir leur expliquer ce qui change, comment ça se passe. Je vois qu'il y a une question dans le chat, par exemple, sur comment on gère les achats faits par nos adhérents dans une grande surface. Bah, il va peut-être falloir créer un compte client dans cette grande surface au nom de l'association et leur demander du coup de faire circuler les factures via une plateforme plutôt que ce soit les adhérents qui récupèrent les tickets. Et ce qu'il faudra faire attention, c'est pas de double paiement derrière, mais effectivement, ça demande un certain nombre d'organisations au niveau de vos systèmes de gestion. Donc, il faut y aller dès maintenant. Les bénéfices, ils sont immédiats, ça c'est certain. Il y a vraiment du gain à faire au niveau temps. Il y a un temps à passer pour s'y mettre, mais ce sera rentabilisé après sur ce que ça va faciliter. Et puis, je vous l'avais dit en début de webinaire, hein, le mouvement, il est européen, donc ça ne va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter demain et les obligations risquent même d'augmenter au fur et à mesure, donc il faut vraiment se saisir du sujet. Ok, et puis il y a bien sûr une question du coût du dépôt des factures sur la PA. Bah, ça, c'est en fonction de chaque plateforme agréée, hein, et de sa stratégie commerciale. Pour certains, on a des process pour l'instant gratuits, d'autres des forfaits avec quelques factures gratuites et après un coût à la facture. Ce qu'il faut savoir, c'est que certainement il y a des prix d'appel dans le cadre de la mise en place de la facture électronique, hein, avec presque 150 PA. Et puis on aura derrière, après la sélection, hein, il y a des coûts de stockage, hein, qu'il faudra bien sûr archiver les factures. Donc tous ces coûts-là, à un moment, devront être répercuté au client final, n'est-ce pas, Gaël? Oui, et du coup, il faut bien lire les contrats. Si vous souscrivez par vous-même et pas par l'intermédiaire de votre expert comptable, bah, lisez bien les contrats, vérifiez de quelle manière il y aura de la portabilité, si vous devez changer de plateforme, vérifiez où sont stockées les données, qui est propriétaire des données. Enfin, il y a tout un tas de critères à regarder si vous souscrivez vous-même de manière indépendante. Et puis, on vous a mis quelques ressources à votre disposition. Alors, il y a des ressources qui sont destinées aux experts comptables, il y a des ressources qui sont ouvertes, hein, bien sûr, comment pour les non-experts comptables. Et puis, il y a un site, je crois, c'est Ma Facture, Mon Expert, hein, qui Tout est à donc fait. un site, alors qui n'est pas marqué ici, mais qui est un site de l'Ordre des experts comptables, ouvert en fait aux entreprises, associations sur la facture électronique et la réforme, et qui est porté bien sûr par l'Ordre. Et donc, on peut au moins vous assurer que les informations sur ce site sont vérifiées et à jour. Une dernière question peut-être parce qu'on a dépassé midi. Peut-on facilement changer de plateforme? En fait, ça a été prévu dans le cadre de la réforme. C'est bien pour ça que vous avez un formulaire opt-in, comme j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, ce même formulaire, on le réutilise quand on veut changer de plateforme et on met à quelle date officielle on veut que la nouvelle plateforme prenne le relais. Donc, oui, on peut changer facilement de plateforme et de tête, il a été prévu que votre plateforme précédente soit dans l'obligation de vous garantir un accès 12 mois, si je ne me trompe pas.
de manière gratuite pour que vous puissiez venir mettre à jour ce qui sera à mettre à jour et qui serait encore stocké sur la plateforme précédente. Alors, il y a une question: que faire dans le cas où nous ne sommes pas enregistrés sur l'annuaire? Alors, d'abord, c'est est-ce que vous devriez être enregistré sur l'annuaire? Dans ce cas-là, ce qu'on disait tout à l'heure, par votre messagerie, votre espace pro, sur impôts.gouv, eh bien, il faut écrire à l'administration fiscale, soit prendre contact directement avec les services fiscaux pour demander, justifier le fait que vous devriez être inscrit sur l'annuaire. Sinon, peut-être que vous n'êtes pas inscrit sur l'annuaire et c'est normal puisque, effectivement, vous êtes non assujetti et donc il n'y a pas d'obligation d'être sur l'annuaire. Eh bien, on arrive au terme donc de ce webinaire. J'espère que nous espérons avec Gaël avoir été complet, même si en 1 heure on ne fait pas le tour de toutes les questions, mais on a essayé d'être à la fois synthétique sur la réforme. Alors, je pense qu'on a pas mal réussi, Gaël, parce qu'on a beaucoup de remerciements. Je vois. Euh, et donc, voilà, l'objectif, il est bien d'avoir apporté des débuts de réponse à vos questions sur la facture électronique dans les associations. Vous allez recevoir le support avec tous les éléments et puis les détails de ce qu'on a pu vous dire. Et puis, bien sûr, selon les cas, rapprochez-vous de votre expert comptable pour préciser certain nombre d'éléments, euh, peaufiner l'analyse fiscale de l'association, même si elle est certainement déjà structurée et faite. Mais voilà, donc c'est tous les conseils qu'on pouvait vous donner aujourd'hui. Eh bien, merci à tous et puis bon appétit. Merci Gaël, bonne journée à tous et à bientôt. Merci.